Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Jost ou d'être accueilli par Alexandre dans ses locaux près de Bastille. Donc Alexandre est un homme qui a décidé de mettre le bonheur au cœur de nos vies. On va y revenir et surtout au cœur de nos entreprises. Il est fondateur de la fabrique Spinoza et il a fait de cette organisation un véritable laboratoire d'idées pour réinventer le travail et les organisations. Donc avec Alexandre, on ne parle pas juste de bien-être au bureau, mais de réenchantement du travail. Une ambition audacieuse qu'il porte avec passion, notamment à travers la dernière étude de la fabrique Spinoza, Réenchanter le travail, dont je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description de l'épisode, et qui bouscule les modèles classiques et propose des solutions concrètes. Alors Alexandre, merci pour ton accueil. Tu es un homme philosophe dans l'âme, mais aussi très pragmatique. Tu es à la croisée des chemins entre réflexion et action. Alors tu vas tout nous dire et comment redonner du sens et du souffle à nos organisations. Merci Alexandre pour ton accueil. Ah ouais, je t'en prie, c'est un plaisir Florent. Voilà, donc c'est très chouette de nous consacrer un petit peu de temps dans ton agenda et d'avoir accepté très spontanément cette interview que j'ai sollicitée il y a quelques jours suite à la lecture effectivement de cette très complète étude dont on va un petit peu reparler, mais pas qu'un petit peu reparler. Avant toute chose, Alexandre, certaines personnes probablement te connaissent, peut-être d'autres non. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire et ce qui t'a poussé ensuite à fonder la fabrique Spinoza ? Bien, je pense que comme beaucoup de gens, je me suis interrogé sur le sens dans mon travail après des études d'ingénieur et quelques années de conseil en stratégie. Et je suis passé par le monde du social, du médico-social. Et puis à un moment, je me suis dit, mais j'ai envie de construire plutôt que de réparer. Et donc j'ai quitté le monde du social et on s'est rassemblé avec des amis autour de dîner du bonheur, en invitant des experts du bonheur. Et ça m'a amené à voir que, en fait, il y avait beaucoup de connaissances sur le bonheur. Alors, c'est à la fois très intuitif puisque c'est un sujet qui est important pour chacun d'entre nous, et en même temps voir que neurosciences, psychologie positive, économie du bien-être, sociologie des organisations, tout ça, eh bien, ça nous apportait des clés sur l'épanouissement humain. Et je me suis dit, il nous faut absolument l'apporter aux endroits où ça compte. D'accord. Et pour moi, le bonheur citoyen, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un sujet important parce que d'une part, ça génère de l'innovation. C'est un peu bizarre de mélanger les deux termes, mais un chef me disait que quand on coupe un oignon à l'horizontale ou à la verticale, on ne voit pas la même chose. Et donc, en interrogeant un sujet au prisme du bonheur, on découvre de nouvelles choses. Interroger le travail hybride au prisme du bonheur, c'est pas la même chose que l'interroger au prisme de la performance. Et puis, deuxièmement, qu'en ces temps troublés, on a besoin d'espérance et que cette espérance suscitée par le thème du bonheur, eh bien, génère de l'engagement et finalement un meilleur fonctionnement de nos individus et de nos organisations. Donc, en résumé, le bonheur, c'est une manière d'interroger, de favoriser de meilleurs fonctionnements de nos entreprises et de nos sociétés. Ok. Et donc la fabrique Spinoza, tu l'as fondée à peu près combien de temps ? C'était il y a 14 ans. Ah oui, 14 ans, d'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe ou comment vous êtes organisé, comment vous êtes structuré ? Aujourd'hui, nos deux activités principales, c'est la partie recherche.
l'Observatoire, qui produit des études tous les 6 mois environ. Dont celle dont on va parler. Réenchanter le travail. Et puis, une deuxième partie, Action Spinoza, qui accompagne les organisations dans leur transformation afin qu'elles soient au plus juste et prennent en compte les collaborateurs. Transformation spatiale, transformation culturelle, managériale. Tout ce qui fait qu'à la fin, peut-être pour recentrer le propos, je fais un pas de côté. Le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme. C'est une des définitions données par les biologistes. Et donc finalement, viser l'épanouissement, c'est aussi viser une performance. Donc c'est ce que fait la Fabrique Spinoza, y compris Action Spinoza dans son accompagnement. D'accord, ok. Et vous accompagnez quel type d'organisation ? Ce sont des entreprises, ce sont des collectivités, ou c'est vraiment tout secteur Vraiment tout type d'organisation. Ouais. Ça peut être des PME, des ETI, des grandes entreprises, la fonction publique, même des collectivités. Okay. Voilà. Aujourd'hui, les gens, je reviens là-dessus, ont besoin de savoir, qu'on dessine ensemble des futurs souhaitables. Ok. Et ça, c'est universel en fait. Ça, c'est universel, mais particulièrement vrai ces temps-ci. Rappelons-nous que 75% des jeunes considèrent que le futur est effrayant et que quand on leur demande 2050, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ils répondent à 31% d'entre eux, la fin du monde. Donc on a besoin de ce... Et ça, c'est avant Trump. Trump 2. Donc on a besoin de retrouver des chemins d'espérance. C'est ce que cherche à faire notre étude. Ok, très très clair. Alors Fondation Spinoza, la Fabrique Spinoza, pardon, il y a Spinoza dans le titre. Pourquoi avoir choisi Spinoza comme inspiration philosophique pour ton projet il y a 14 ans ? Donc comme je disais, la préfiguration de la Fabrique Spinoza, ce sont les dîners du bonheur, et on a reçu un philosophe qui s'appelait Robert Misrahi, décédé il y a 2-3 ans, qui nous a fait découvrir la philosophie de Spinoza, et ça nous a touchés au point de le choisir comme effigie parce que Spinoza nous voit comme nous sommes, donc des êtres de raison, mais des êtres d'émotion également. Et je pense que c'est un aspect fondamental pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, appréhender le collaborateur dans toutes ses dimensions. Et j'aime bien la citation de Spinoza qui dit que la joie est l'atteinte d'un degré de perfection supérieur de soi-même. Et si nous étions joyeux au travail ? Ok. Et selon toi, aujourd'hui, et pourquoi le bonheur au travail est-il encore si peu pris en compte dans les organisations ? Je pense qu'il est pris en compte. Il est pris en compte parce que depuis la crise sanitaire, tout le monde reconnaît le lien entre la santé mentale d'une personne et sa capacité à travailler. C'était pas le cas en 2014, mais c'était le cas en 2020, 2021, 2022, etc. En revanche, le mot bonheur au travail, c'est un mot auquel à la fois on peut s'attacher et en même temps sans se crisper. Moi, je pense que les mots sont plutôt des passerelles que des murs ou des fossés. Et donc, on a choisi un terme pour l'étude qui était plus inclusif, réenchanter le travail. Et chacun mettra le mot qu'il veut derrière. Ce qui compte, c'est d'avoir à la fois une visée humaniste, c'est-à-dire éthique, et en même temps se dire être convaincu que ce faisant, ça générera un bon fonctionnement de l'organisation. Ok, alors si on parle justement de cette étude, Réenchanter le travail, dont je ne peux que vous conseiller la lecture, qu'est-ce qui a motivé la création de cette nouvelle étude ? Comme tu dis, vous en avez à peu près 2 par an. Pourquoi cette nouvelle étude ? Et pourquoi cet objectif principal quel était-il en fait ? On s'est dit, premièrement, qu'il n'y avait pas suffisamment de recul dans des études depuis la crise sanitaire. Aujourd'hui, on sait qu'en décembre 2022, seulement 1/3 des organisations avaient fait un bilan formel de leur fonctionnement en travail hybride. C'est un chiffre que je cite de l'APEC. C'est The Boson Project qui dit qu'environ 30% des entreprises examinent le fonctionnement des équipes dans un travail hybride. Donc on avait envie de contribuer à une prise de recul formelle sur ce qu'était devenu le travail post-Covid. Deuxièmement, on s'est aperçu que les études
qui sont réalisées sont généralement monofocales, à se demander digital, travail hybride, espace, mais sans examiner le travail de manière à 360 degrés. Donc on voulait aussi bien regarder la santé, que la nature du travail, que le management, que la territorialisation, tout ça. Et puis enfin, on voulait conjuguer la prise de recul théorique et des chemins possibles de transformation. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée que je trouve chouette. Je dis chouette pour pas sembler présomptueux. C'est de se dire, et si on examinait des grands archétypes, des grands modèles, des grandes personas d'entreprise, 11 grands modèles qui sont une manière de dire chacun peut être ce qu'il est vraiment, plutôt que de coller à 2 ou 3 grandes modes. Ok, on va revenir sur ces personnes. Alors, on n'aura pas le temps de passer les 11, évidemment, mais on reviendra sur ce sujet parce que j'ai trouvé ça, pour le coup, la présentation, l'angle de présentation, il est totalement différent de ce qu'on peut lire classiquement dans des études, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais on va y revenir dans quelques minutes. L'étude, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, elle montre que le sens n'est pas réservé qu'aux cadres, qu'aux gens diplômés, qui ont fait des belles études, qui travaillent dans des belles entreprises, etc. Comment démocratiser cette quête de sens au travail dans tous les métiers, quel que soit le métier que l'on fasse, dans le monde économique d'aujourd'hui? Je pense que la réponse est en partie dans la question, au sens où c'est d'abord reconnaître que le besoin de sens est un besoin universel. Donc c'est David Le Breton qui dit que le vide existentiel est un mal de notre civilisation. On y est tous soumis. Donc ça permet de se dire qu'il n'y a pas besoin d'être un cadre supérieur pour être en quête de sens. Et on voit même que l'absence de sens, elle génère une souffrance qui est de plus en plus importante. Donc depuis le Covid, en fait, la contribution à la souffrance du manque de sens a augmenté de mémoire de 11 points de pourcentage. On est passé de 44% des gens qui disent « quand je n'ai pas de sens, je suis en souffrance » à 55%. Donc ça veut dire déjà réaliser ce point-là. La deuxième réponse sur le côté démocratisation, c'est quitter le cliché selon lequel ça serait l'affaire d'une personne, ou bien le collaborateur tout seul, ou bien le manager tout puissant, ou bien l'organisation qui crée un cadre. Donc ça, on le savait déjà avant, c'est des études de Deloitte en 2015, dans Sens interdit, petit jeu de mots qu'il faisait, qui rappelle que pour la majorité des gens, le sens est une co-construction. Même si Sciences Po dit dans son Master Executive Education que pour 96% des DRH, le sens est la responsabilité du manager, je pense que c'est une erreur de lecture. C'est en dialoguant entre l'entreprise, le collaborateur et le manager qu'on fait émerger le sens. Pourquoi ? Parce que le sens résulte d'une exigence de narration de récit, et un récit, ça se construit à plusieurs, comme les récits autour du feu. Donc, qu'est-ce que ça donne comme piste ? Eh bien, ça donne comme piste tout simplement d'être rassemblé en équipe ou en division ou en entreprise et de s'interroger sur le pourquoi de son travail et de bâtir un récit autour de ça. Et enfin, une autre piste qui me paraît fondamentale, c'est d'aller chercher un sens qui soit supérieur. Donc le sens qui serait devenir leader sur son industrie, c'est pas un sens supérieur. Le sens supérieur, c'est quelque chose lié à l'amour, à la santé, à la protection de quelque chose, au lien, quelque chose qui va nous toucher dans les tripes. Et on sait depuis l'examen de tombes, ou en tout cas de sépultures d'hommes de Néandertal, où on a trouvé des objets funéraires, alors que leur cerveau et rationnel était peu développé. On sait donc que le sens vient des émotions, du cerveau limbique, et c'est pour ça qu'un sens supérieur mobilise et fait se déplacer, se mouvoir. Je prends un petit exemple de ça. Y a un office du tourisme qui se situe en région Occitanie, qui s'appelle Haut-Villard,
et qui s'est interrogé sur comment redonner du sens et par-delà leur mission pas simple. Et ils ont fait un atelier et ils sont arrivés avec l'idée de simplement partager des pensées positives. On se dit, oh là là, bah, ça vaut pas le coup de payer des consultants pour faire ça. Ça nous aide bien dans notre mission. Et en fait, ils ont mis des petits mots positifs dans une urne, enfin dans un vase plutôt, et ils sont aperçus que des gens venaient, ouvraient le petit papier, que la journée vous soit belle, repartaient. Et en fait, le partager avec d'autres, notamment parce que se trouvait pas loin le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins ont commencé à en parler entre eux, puis à venir déposer eux-mêmes des petits papiers dans cet office du tourisme. Et il est devenu progressivement une étape informelle du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, générant un flux de touristes. Et je pense que cet exemple est là pour démontrer que le sens doit oser retoucher une certaine flamme, une certaine poésie, une certaine aspiration, ce qui fait que l'homme est grand, pour pouvoir mouvoir, en particulier dans une époque qui est troublée. Et après, je terminerai là-dessus en disant que dans notre étude, on a tout un tas de choses beaucoup plus opérationnelles, qu'un manager se demande combien de temps je passe, est-ce que c'est environ les 10% recommandés à expliquer le sens ou à en parler avec mon équipe, et ainsi de suite. Ok. C'est aussi à découvrir bien sûr dans l'étude. Je reviens sur ces 11 personas du coup, dont tu as parlé il y a quelques minutes, comme par exemple l'entreprise à mission, l'entreprise régénérative, etc. etc. Comment vous avez construit ce raisonnement, et est-ce que tu peux expliquer leur rôle et leur impact? Alors peut-être pas toutes les détailler évidemment, mais comment est-ce que vous avez construit les choses? Je pense que on est parti de manière assez classique des grands déterminants du travail et de sa qualité, à la fois inspiré de la QVT ou la QVCT, mais aussi la littérature scientifique. Donc, on a regardé des choses comme management, espace de travail, rémunération, etc. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on prenait l'un de ces blocs et qu'on le tirait d'une part, on l'insérait au cœur du fonctionnement de l'organisation, comme le socle fondamental. D'autre part, qu'on le tirait de manière prospective en le poussant à l'extrême. Je prends un exemple. On sait que la nature du travail, c'est quelque chose d'important, évidemment, au sens où c'est le travail. Être ébéniste, développeur, chef de projet. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que serait une entreprise qui se dirait, c'est ça le plus important envers et contre tout? Et donc, on est arrivé à l'idée de l'entreprise du geste. L'entreprise qui voit l'excellence de la pratique professionnelle, de la main qui réalise l'acte du travail comme étant au cœur. Et on a tiré ce principe à l'extrême en se disant que, dans une époque où le sens était parfois difficile à trouver, retrouver finalement l'essence même de l'acte en train de se réaliser, ce que les Grecs appelaient la praxis, plutôt que la poésis, c'est-à-dire à la fin le pourquoi on l'a fait, eh bien ça peut être un chemin. Alors là, les gens vont se dire, mais ok, mais alors comment on met ça en place? Eh bien nous, on s'est dit qu'on a deux idées. La première, c'est que dans l'acte en train de se réaliser, on atteint un état psychologique qu'on appelle le flow, être dans la zone, disent les sportifs. Et que là, on a une liste très claire de choses à faire pour que les personnes puissent le vivre. Établir une atmosphère de bienveillance, que les objectifs soient fixés par la personne, qu'ils soient en corrélation avec son degré de compétence, c'est-à-dire légèrement au-dessus mais pas trop. Bref, on a une liste de choses à faire. Deuxième exemple, c'est et si l'entreprise devenait un rassemblement de corporations dont chacune célèbre la beauté et l'excellence du métier. Et donc, être développeur chez Microsoft, c'est bien. Être développeur chez Hermès, c'est moins valorisé. Sauf si on se dit que chez Hermès, on a la communauté interne de l'excellence, de la maroquinerie, de la sellerie, mais aussi la communauté d'excellence des développeurs, de l'équipe IT, qui eux sont en train de célébrer l'absolue beauté de leur métier. Et ça redessine une autre forme d'organisation. Et on voit que ça correspond à certaines tendances qui sont à l'archipélisation des entreprises et leur transformation en écosystème. Donc,
nos travaux de prospective sont aussi corrélés à des tendances qu'on observe. Ok. Une entreprise peut-elle combiner plusieurs personas pour toi? Oui. Alors, Ou est-ce qu'on est forcément dans une des 11, entre guillemets, quoi? Comme on se fait des sourires pendant qu'on échange, Florent, on va s'autoriser à s'amuser un petit peu. Donc, imaginons qu'on remplisse un test de personnalité dans un magazine de développement personnel ou de presse féminine. C'est pas un propos sexiste, ça pourrait être de la presse masculine aussi, mais on le trouve plus dans la presse féminine. Et qu'on aboutisse à la fin à 3 carrés, 2 diamants, un trèfle. Ouais. Et donc, on sait qu'on est plutôt ceci, un peu de cela et un tout petit peu de cela aussi. Et ben, c'est la même idée. Ok. Et on va sans doute d'ailleurs développer une manière, via un questionnaire, de s'auto-diagnostiquer lequel de ces personnages on est. Donc, ça permet de révéler les personnalités ou les ADN sous-jacents de l'organisation. On a travaillé avec Roule. Roule apparaît comme aux 2/3 une entreprise à mission, ce qu'ils sont, c'est-à-dire focalisés sur le fait de servir une raison d'être supérieure à elle-même, mais également à 1/3 une entreprise relationnelle qui place la qualité des émotions reliant les individus entre eux comme un élément fondamental, 4 jours de formation sur l'intelligence émotionnelle pour tous les collaborateurs. Et puis enfin, comme dirait Marius à Fanny, un bon cocktail, c'est quand il y a un 4e tiers. Et donc, il y a un 4e tiers qui pourrait être, par exemple, l'entreprise spatiale pour se dire que l'espace détermine le fonctionnement de l'espèce et donc que les espaces qu'ils ont dessinés dans leur bureau vont changer la gouvernance interne et leur permettre d'atteindre l'excellence. Ok. Est-ce que parmi les 11 personnages, est-ce qu'il y en a une qui est peut-être plus simple à mettre en place et à contrario une qui est très difficile à mettre en place pour les organisations? Je pense que la plus simple, c'est peut-être justement l'entreprise spatiale dont je viens de parler. Oui, ok. Parce que déjà, on commence à avoir pas mal de recul là-dessus. On a 76% des entreprises, d'après The Boson Project, sur un échantillon petit, mais de 58 entreprises, qui ont déjà réalisé une transformation spatiale ou sont en train de le faire. Donc on a pas mal de recul. Première raison. Deuxième raison, parce que on voit que l'espace est un fait social total et donc en bougeant les espaces, on change les relations, les modes d'organisation du travail, on change même la santé au travail par la qualité de l'air, le niveau sonore, etc. Et puis, troisième raison, parce que, on sait que aujourd'hui, cette transformation est en phase avec l'époque, au sens où on estime que dans un métier de bureau, on réalise entre 8 et 15 activités différentes dans une journée et que la pratique du bureau situation ou du poste de travail ou la situation de travail plutôt, qu'on appelle en anglais l'activity-based working, est une réponse à ça, c'est-à-dire dessiner une variété d'espaces pour accommoder une variété d'activités. Donc pour toutes ces raisons-là, ça me paraît relativement possible d'appréhender cette transformation. Je rajoute un dernier point, c'est comme on risque de glisser vers une entreprise d'intérim, c'est-à-dire où les gens sont à télétravailler et ont un relâchement de leur cohésion à l'organisation, les bureaux, ils peuvent favoriser l'incarnation d'un ADN et donc ça répond à toute une liste de problématiques. Donc nous, on est très militants là-dessus. Vous voyez, j'essaie de mélanger science et plaidoyer. Et puis, à l'opposé, une entreprise qui est très transformative, mais pour laquelle on peine encore à trouver des modèles, c'est l'entreprise régénérative. Alors, elle est à la fois vraiment dans l'ère du temps, pas l'ère politique, mais l'ère civilisationnelle, puisqu'on a besoin de concilier les limites planétaires avec le fonctionnement de nos entreprises. En même temps, elle n'est pas simple parce qu'elle demande de refonder la totalité de ces processus jusqu'au processus financier. On a interrogé Clinitex qui dit nous, on met en place une autre comptabilité. Il parle de, que disent-ils, de frugalité.
Et si on commence par établir quels sont nos impératifs réels de développement, donc ça passe par être capable de rembourser ses dettes, ses créanciers. Ça passe par partager la valeur. Je sais que ça te touche, Florent, cette question. C'est-à-dire les rémunérations et autres formes de participation. Ça prend en compte les projets d'investissement qui sont nécessaires et quelques autres critères. On arrive à un impératif financier et de développement. On se met en chemin vers ça. Et si on a atteint cet objectif avant la fin de l'année, alors on se pose et on se dit, est-il absolument nécessaire maintenant de continuer à travailler? Et si oui, quels sont les nouveaux projets? Ou est-ce qu'on ralentit un petit peu en se disant on a besoin de préserver l'écologie de la planète, mais aussi l'écologie des individus? Donc on voit la révolution que ça appelle et ça fait écho avec l'ensemble des processus ou des économies comme l'économie circulaire, comme l'économie symbiotique là-dessus. Et malgré tout, et je termine là-dessus pour ne pas décourager nos auditeurs, nous on liste 9 grands principes du vivant en disant aux entreprises, eh bien, inspirez-vous de ça, soyez quasiment biomimétiques et voyez comment chacun de ces processus de la nature peut remodeler votre manière de faire. Ok, c'est extrêmement clair. Tu as parlé rapidement des espaces de travail. Oui. Comment tu imagines ou comment vous imaginez à Fabrique Spinoza les espaces de travail de demain pour favoriser à la fois la performance et le bien-être? Et puis, question sous-jacente, quid du flex office, qui est souvent critiqué en fait. Oui. Comment on les imagine? D'une part, comme je disais, la nécessité d'analyser le métier, les activités, en déduire les salles, les espaces nécessaires. Bon, ça c'est la base. C'est quelque chose que l'on fait avec un aménageur et puis accompagné par une structure sensible à la question de l'humain. Factory est un des partenaires de notre étude là-dessus et ils ont une très belle vision sur la transformation spatiale. Je pense qu'un deuxième élément, et ça recoupe un peu une autre persona qui est l'entreprise relationnelle. Nous, on est convaincus que les émotions sont un macro ou un méta-actif immatériel extrêmement puissant pour faire donner le meilleur aux collaborateurs et qu'ils soient heureux. On rapporte ce chiffre issu de la science, c'est que d'après, comment s'appelle-t-elle, Losada et je crois que c'est Lyubomirsky, eh bien, il faudrait, dans une entreprise surperformante, on observe 18 fois plus d'émotions positives que dans une entreprise sous-performante. La Harvard Business Review nous rappelle que 85% des compétences de demain sont des compétences émotionnelles et non pas analytiques ou techniques. Donc, des bureaux qui sont en capacité de favoriser la relation sont essentiels. 70% des informations échangées dans une journée le sont de manière informelle. Donc, on a besoin de dessiner des espaces comme ça. On parle d'ergonomie sociale, c'est-à-dire le travail qui permet sous forme de nudge, c'est-à-dire de petits coups de pouce, susciter des déplacements d'individus dans les espaces. Ça passe par les espaces oubliés, les espaces de circulation, et ça permet en même temps d'ouvrir l'entreprise sur le monde. Et là, je fais un deuxième pas de côté. Cette entreprise relationnelle, c'est une entreprise qui va tirer toute la richesse de son écosystème autour d'elle, des associations, des startups, des habitants, et leur permet de rentrer à l'intérieur pour susciter des opportunités. Donc, c'est une deuxième clé. Et je fais une transition avec une autre persona. Vous voyez que tout est dans tout. C'est une vision développée par Catherine Barba qui dit « Et si l'entreprise, finalement, venait mettre à disposition ses fonctions support auprès de son écosystème et pas seulement de ses salariés. Et si la direction des ressources humaines était aussi au service des prestataires, des freelances, pourquoi pas des habitants. Blablacar permet d'organiser des AG de copropriété du quartier dans ses bureaux. Et donc, on voit que... Ah, je savais pas ça. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Donc, on voit que
les espaces de travail permettent de créer de la relation, s'adapter à l'activité, s'ouvrir sur le quartier et incorporer des écosystèmes. Ouais. Donc tout ça est extrêmement enthousiasmant parce qu'on voit émerger une entreprise moderne, une entreprise écosystème par le biais de l'espace. Ok. Tu as cité Catherine Barba, parenthèse, mais pas mais, et tu as fait appel à pas mal d'experts. Oui. Ou de Plusieurs professionnels dizaines, ouais, oui. que tu cites d'ailleurs hein, Ouais. dans l'étude. Comment tu les as choisis, tous ces experts? D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier Sarah Dubreuil sur la question de l'entreprise régénérative qu'on n'a pas assez citée dans nos travaux. Comment on les sélectionne? Nous, ça fait 14 ans qu'on travaille et donc d'études en études, on les repère. Donc, dans chacune de nos études, quel que soit le sujet, il y a une partie qui est liée à l'entreprise et au travail. Donc, on les connaît à force. C'est pas une réponse qui va vraiment aider nos collaborateurs, nos auditeurs. Peut-être se dire qu'on essaie de choisir des experts qui soient en capacité de dessiner un futur souhaitable de l'entreprise. On est vraiment convaincu, je relisais un article sur l'appreciative inquiry ce matin, qui est un mode de transformation qui s'appuie non pas sur la résolution des problèmes, mais sur le fait de dessiner une entreprise souhaitable et voir comment les forces que l'on a permettent de s'acheminer vers ce futur souhaitable. Eh bien, ces modes-là sont ceux dont on a besoin parce que la meilleure transformation aujourd'hui, ça n'est pas celle qui est bien pensée, ça n'est pas celle vers un état futur qui est très fonctionnel, mais c'est celle qui génère de l'engagement. Donc nous, à la Farix Pizza, on est vraiment focalisé sur l'analyse des émotions et des sentiments au fil des processus de transformation, en s'assurant qu'on ne laisse pas les gens au bord du chemin. Ok. Ouais, j'ai vu que dans les experts, tu avais Edouard Pic, Ouais. le dirigeant et le fondateur de Cleantech, Ouais. entreprise extraordinaire et un homme que j'ai eu la chance de voir dans des conférences plusieurs fois, voilà, et qui, entre parenthèses, viendra témoigner de ce qu'il a réalisé à Cleantech au Festival RH début octobre. Ça, ce sera top. À pas louper, en tout cas. Edouard Pic, je suis très heureux que tu le cites parce que je pense qu'on ne lui a pas fait justice en retranscrivant ses propos. On les a parfois simplifiés dans notre étude. Okay. Donc, allez vous plonger dans ses travaux et le fonctionnement de son entreprise. Ouais, c'est à découvrir, vraiment à découvrir, à écouter. Il y a pas mal de vidéos et d'éléments sur le net sur Edouard et Cleantech. L'intergénérationnel, c'est un véritable sujet aussi que vous abordez. On sait que les jeunes générations redéfinissent leur rapport au travail et après que ça se diffuse quand même. C'est pas juste des générations, des cases générationnelles où je suis pas très très fan moi. Mais comment réconcilier aujourd'hui leurs attentes avec celles des personnes plus expérimentées, plus seniors dans le monde de l'entreprise aujourd'hui? En fait, nous, on est parti du même angle de question. On avait vu qu'il y avait 56 ou 7% des Français qui craignaient une guerre générationnelle en 2021. Mais en même temps, on s'est dit, déjà 2021, c'est le moment de la crise sanitaire, donc il y a des tensions très fortes entre deux générations. Et puis, on a eu les travaux de Youth Project qui suggèrent quand même plutôt un apaisement entre générations, voire une convergence. Quand on est jeune, on est un peu fragile relationnellement. On a 71% des jeunes qui s'estiment isolés, qui ressentent de la solitude. Quand on est senior, on est la deuxième population la plus isolée. Donc, première convergence. Deuxièmement, on a des fragilités économiques quand on est jeune. Et quand on est senior, on a d'autres formes de fragilité qui peuvent être éventuellement physiques. Et tout ça suggère que l'entreprise, on n'a pas d'entreprise santé aussi, l'entreprise, elle a ce chemin possible d'accommoder les moments faibles. Et accommoder les moments faibles, eh bien, c'est se dire que nous sommes des êtres de puissance, nous sommes des êtres d'enthousiasme, d'engagement, de sens, on est des êtres riches, mais on a des moments creux.
et de plus en plus, ou en tout cas, les temps peuvent susciter ça, faire émerger ça chez nous. Et donc, l'entreprise, elle a intérêt, en plus d'être humaniste, à accompagner ces moments-là. Et vu sous cet angle, eh bien, des temps partiels, des écoutes émotionnelles, le département du Morbihan qui mesure le quotient émotionnel de tous ses managers, les forme à ce sujet et remesure 2 ans plus tard, tout ça va dans le sens de faire en sorte que l'entreprise soit bienveillante et pour toutes ces générations. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième réponse qui est encore plus convaincante, je trouve, c'est que la productivité ne peut plus être examinée sous un angle individuel. C'est très de notre époque de se penser tout puissant tout seul. Oui, en fait, le laurier sur lequel je dors, il a fallu un millier au moins de personnes pour qu'il soit sous ma tête, le fabriquer, l'acheminer, etc. Et ainsi, on est tous interdépendants. Étant interdépendants, on a besoin de l'autre pour générer un bon fonctionnement. On a quand même 44% des collaborateurs en entreprise qui pensent que leur fonctionnement, leur performance est liée au collectif. Et vu ainsi, eh bien, la place des seniors et la place des jeunes au travail n'a aucun sens si on ne l'envisage pas de manière complémentaire. Et ça, c'est vraiment établi par les économistes, qu'il ne s'agit pas de se demander est-ce qu'un senior est plus ceci ou cela. Bon, en réalité, il est plus intelligent émotionnellement, il a plus de sagesse, il a plus d'efficacité, etc. Mais plutôt de se dire en quoi est-ce que la coexistence de seniors, de la génération du milieu et de juniors, eh bien, dessine un panel de compétences, y compris psychosocio-émotionnelles, qui fait que mon organisation est performante. Et dans ce cas-là, on peut raisonner ou bien en termes de performance marginale ajoutée, ou bien en termes de performance collective. C'est donc vraiment l'avenir, l'entreprise intergénérationnelle. Ok, c'est très clair. Le temps tourne. Si tu pouvais changer, tu avais une petite baguette magique, tu pouvais changer une seule chose dans nos organisations actuelles, ce serait quoi ? Moi, je pense que ça serait, comme on dit pour les individus, on parle d'ikigai, cette sagesse médiévale, oui. où une personne essaie de trouver quelles sont ses compétences, qu'elle aime, ce qui est utile pour le monde et comment en tirer une substance économique. Eh bien, l'ikigai de l'entreprise, c'est pareil. À quoi elle est bonne, quelles sont ses forces structurelles, ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire ce qui gère la passion en interne, comment elle fait avancer le schmilblick pour la société, et là où elle a un bon marché. Et nous, on pense que le temps des modes est révolu. Vous me direz, c'est paradoxal, alors qu'il y a 11 personas. Mais 11, déjà, on s'achemine un peu vers ça. Et on voit que chaque entreprise est en train d'expérimenter pour se trouver. Même sur le travail hybride, même sur les transformations spatiales, on est par-delà. Tu parlais tout à l'heure de flex office. Non, les entreprises se disent « Ah, voilà, c'est ça ma sauce à moi ». Et c'est vraiment fondamental, tout en ayant de la prudence qui est, aujourd'hui, on va apparaître ce mot, c'est la réversibilité. Transformation spatiale, managériale, humaine, émotionnelle. Comment est-ce que, dans cette époque incertaine, j'avance, mais en m'assurant à chaque instant que si la conjoncture se transforme, économique, géopolitique, sanitaire, que sais-je, eh bien, ou si je me suis juste trompé, eh ben, je peux faire un pas en arrière. Peut-être le retour de en tout cas la fin du télétravail dans certaines organisations ou la baisse du nombre de jours de télétravail hebdomadaire dans certaines organisations, comme on le voit de temps en temps, ça peut être lié à ça aussi. C'est un très bon exemple. Et là-dessus, je pense peut-être un tip, c'est important. La verticalité, c'est fini. Elle est révolue. On s'achemine vers des fonctionnements plus démocratiques, ou en tout cas, la verticalité est de moins en moins tolérée et tolérable par les collaborateurs. Et la France en particulier, rappelons-nous, en France, on aime le roi et on lui coupe la tête. D'après le BCG, il y a 64% des travailleurs qui, au niveau du monde global, qui attendent une forte flexibilité dont ils sont les agents choisissants. En France, on est à 80%. Ah oui, d'accord, on est vraiment au-dessus. On est vraiment au-dessus. Donc, que les transformations soient à l'aune des besoins des collaborateurs. Sinon, on peut générer des révoltes internes et des mouvements sociaux vraiment importants. Et le télétravail est le domaine clé dans lequel appliquer ce principe. Ok.
Et si nos auditeurs et nos auditrices ne retiennent qu'une seule idée de cette interview, ce serait laquelle pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils appliquent dès demain? Euh, Au-delà de lire l'étude Réenchanter le travail. Moi, je dirais peut-être se convaincre de l'alignement des causes économiques et des causes humanistes. D'après l'effet Hawthorne, écouter les collaborateurs génère une trentaine de pourcents de productivité supplémentaire. C'est un énième chiffre pour dire que aujourd'hui, on ne peut plus distinguer l'un de l'autre et ne parlons pas de réconciliation, mais plutôt d'alignement entre comment l'individu est réenchanté et comment l'entreprise et son fonctionnement le sont. Ok, très très clair. Deux petites questions finales. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast qui pourraient inspirer nos auditeurs, auditrices RH? Dans les gens de ton réseau que tu connais, qui ont participé à cette étude ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup Servane Petit, la DRH de Roule, parce que elle est alignée humainement. C'est une personne magnifique. Elle sent les choses. Elle est également très pragmatique. Ça va de vision prospective à des choses très simples comme le cuisinier qu'on a dans notre restaurant d'entreprise et ce qui fait que les gens viennent. Première arme contre le télétravail isolé, c'est l'espace de commensalité, l'espace où on se retrouve pour manger. Et puis, une autre personne, peut-être, je le lisais ce matin, Jean-Christophe Baralis sur l'Appreciative Inquiry, l'enquête appréciative, ce chemin de transformation qui tire parti des forces et d'un futur souhaitable. Ok, très très clair. Merci pour tout ça. Comment tu fais ta veille pro, toi d'ailleurs? Moi, je suis... C'est quoi tes petits rituels de veille qui t'aident à toujours imaginer et construire ce monde de demain dans les entreprises? Moi, je pense que je suis je lis beaucoup et des choses extrêmement différentes. Je lis des médias différents, je lis du LinkedIn, je parle à des gens. Je pense qu'aujourd'hui, notre monde est tellement intégré que la décision d'Elon Musk va avoir un impact sur un quartier dans le monde rural français. Et donc, c'est favoriser les interconnexions entre les éléments de connaissance que l'on croise dans un café qui, comme disait Balzac, est le Parlement du peuple, ou dans un expert qui s'exprime de manière très docte sur LinkedIn. Ok, donc très éclectique en fait. Oui. Tu ouvres tes chakras, quoi. Oui, il faut ouvrir ces chakras. C'est vraiment pas du tout le moment de se focaliser sur un média ou un courant de pensée. Oui, choisir son ADN pour son orientation, mais parce qu'on a écouté de manière très très large l'information au sein de notre monde. La médecine a autant de choses à nous apprendre que l'intelligence artificielle ou la sociologie ou le monsieur ou la dame au comptoir de son café. À ceux qui se disent bon, c'est quand même très éthéré tout ça, le monsieur qui est à son comptoir de café, il permet et qui dit oh là là, il y a plus grand monde qui vient au comptoir, je suis tout seul ce matin, et ben il permet de comprendre que les espaces, s'ils ne s'hybrident pas, c'est-à-dire s'ils font pas venir plusieurs choses au même endroit, un coworking, un bistrot, un espace de santé et un musée, et ben que cet espace il va fermer. Il nous fait comprendre aussi que si on n'écoute pas sa parole, il y aura une révolution démocratique. Et ces deux enseignements-là, ils vont inviter à, d'une part, réinventer les espaces de travail peut-être sous un mode barista, et ensuite s'ouvrir au territoire et à écouter les plus exclus, parce que même l'entreprise risque de créer des fractures sociales pleines de colère si elle ne tend pas la main vers les plus isolés. Juste un petit exemple pour dire que tout est dans tout, et donc écoutons les hommes et les femmes où qu'ils soient. CF, le lieu où on est aujourd'hui,
C'est le vrai. Kawa. On peut rendre hommage au Kawa, un tiers-lieu sociétal qui distribue des cafés suspendus, accueille des sans-abri, génère des débats politiques, a du yoga, plus 7 organisations d'entrepreneurs sociaux, et le tout en connexion avec la ville et des très bons cafés. Très, très, très large. Un grand, grand merci, Alexandre, pour tout ça. Un grand merci pour ton temps. Je mettrai bien sûr dans la description de l'épisode un lien vers ton profil LinkedIn, un lien vers la fabrique et puis un lien vers l'étude que tout le monde peut lire et télécharger et s'inspirer en tout cas, réfléchir pour son entreprise. Merci Alexandre. Merci beaucoup Florent. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!